parler un animal, en fait, c'est une façon déjà de se situer dans une culture particulière. Alors, pourquoi je dis ça? Eh bien, je dis ça parce que ça veut dire qu'on fait déjà une différence entre le fait qu'il y aurait d'un côté des animaux et de l'autre côté des humains qui seraient peut-être des animaux. En tout cas, depuis Darwin, on est d'accord que les humains sont des animaux, mais restent néanmoins des animaux assez particuliers pour qu'on ne leur donne pas comme premier nom, je vais dire comme prénom d'adresse, le nom animal. Et donc, finalement, être un animal, qu'est-ce que c'est dans notre tradition culturelle? C'est d'abord et avant tout être un non-humain. Et d'ailleurs, ce n'est pas du tout surprenant que depuis quelque temps, qu'est remis en cause cette grande séparation, ce qu'on appelle l'exception humaine, donc l'idée que l'humain serait exceptionnel, qu'il aurait quantité de qualités que les animaux n'auraient pas. Eh bien, depuis que est de plus en plus remise en cause cette exception humaine, qui avait déjà été remise en cause dans le passé, mais maintenant il y a visiblement un mouvement qui revisite en quelque sorte ce qu'on appelle notre ontologie, la manière dont nous peuplons le monde et dont nous caractérisons les êtres. Eh bien, depuis quelque temps, on parle de plus en plus d'animaux humains et d'animaux non humains. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on commence à considérer de plus en plus qu'il y aurait peut-être un traitement injuste, qu'il s'agirait peut-être d'un traitement injuste de dire qu'il y a d'un côté les animaux et de l'autre côté des humains aussi biologiques soient-ils, aussi animaux soient-ils. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec cette réponse? Parce qu'on n'a encore rien dit de ce que sont les animaux. Bon, on peut donc dire que c'est la catégorie d'êtres vivants qui ne sont pas des plantes et qui, à certains égards, sont comme les humains, mais sans être tout à fait des humains, puisqu'on leur donne un nom particulier. Alors, on rentre dans une acception plus large qui est d'abord aussi de se poser la question, tiens, mais il s'agit de vivant. Alors, ce serait quoi le vivant? Alors là, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a quantité de controverses sur qu'est-ce que c'est qu'un être vivant. Alors, on est vraiment payé pour le savoir, si je peux le dire, puisque pour la question du virus, à un moment donné, on avait dit, mais le virus, et c'est pas vraiment un vivant, ces modes de duplication, etc., ne sont pas des vivants. Et puis, on est arrivé à l'idée, non, non, il y a une période de sa vie où il n'est pas un vivant et une période de sa vie où il se comporte comme des vivants. Donc, être vivant, c'est une question finalement tu as un peu parlé comme le philosophe Deleuze, c'est une question de puissance. Donc, les vivants sont des êtres dotés d'une certaine puissance et d'une puissance qui est appelée la vie, notamment. Et bon, ça ne dit pas grand-chose. Alors, pour en revenir aux animaux, je pense que ça vaut la peine de signaler qu'il existe une science, enfin, il existe plusieurs sciences des animaux. Il y a la zoologie, évidemment, hein, zoon, c'est bien la science des animaux, donc qui s'occuperait plutôt de leur corps, du fonctionnement de la classification, de savoir à quelle espèce ils appartiennent, quels sont leurs genres, etc. Et puis, il y a une autre science qui, moi, m'intéresse beaucoup et dont j'ai fait, d'une certaine manière, ma spécialité en tant que philosophe, qui est l'éthologie. Alors, éthologie, c'est l'éthos, on entend d'ailleurs éthique, c'est la même racine étymologique. L'éthique, bon, c'est la science des mœurs, des coutumes. Donc, ça, c'est la racine commune entre l'éthologie et l'éthique. C'est la science des habitudes. C'est joli, la science des habitudes. Et les éthologistes, donc, étudient ce qu'on appelle le comportement des animaux. Alors, le dire comme ça, c'est de le dire en respectant plus ou moins l'agenda scientifique de ces éthologistes. Et quelle est l'idée de ces éthologistes, hein? Ce sont des darwiniens. Eh bien, que de la même manière que les organes ont été sélectionnés par la sélection naturelle, et donc on peut en quelque sorte retrouver une histoire, des fonctions dans ces organes, par exemple, découvrir par exemple qu'une aile a dû commencer comme un petit moignon de peau, qui a dû être favorisé chez l'animal qui en était porteur parce que ça modifiait son rapport avec les échanges thermiques avec l'extérieur, une plus grande surface sans modifier le volume. Et puis que cette petite aile, comme elle était favorisée, elle a grandi, elle a grandi, elle a grandi. Et puis un beau jour, cette petite aile, pourrait-on dire, va découvrir la portance de l'air et va devenir ce qu'on appelle une vraie aile. Et on peut parler de la même chose pour les plumes, on peut parler des jambes, on peut parler, bref, de quantité d'organes dont on peut penser qu'ils ont, à un moment donné, après une mutation, été favorisés par la sélection naturelle. Eh bien, disent les éthologistes, et c'est ça leur science, leur savoir, on peut dire de même pour certains comportements, et notamment pour les comportements instinctifs, c'est-à-dire qu'il y a des comportements qui, à un moment donné, vont émerger. Est-ce qu'ils sont génétiquement liés? Ça, bon, c'est très compliqué, mais en tout cas, ils vont émerger. Et comme ils s'avèrent favorables à celui qui en est porteur, pour quelque raison que ce soit, simplement parce que si c'est un mâle, peut-être parce qu'il attirera plus facilement les femelles, ou parce qu'il s'occupera mieux de ses petits, bref, ou parce qu'il fera plus d'eux. Donc, dans ce comportement, par exemple, s'occuper de ses petits, c'est un comportement qui a été, pour certains animaux,
très nettement favorisés par la sélection naturelle, puisque imaginons que des oiseaux s'occupent de leurs hommes petits et d'autres pas, ben, très évidemment, à un moment donné, ceux qui s'occupent de leurs petits vont être favorisés et donc le comportement s'occuper de ces petits va devenir à un moment donné le comportement de toute une population dans une espèce donnée. Donc voilà, est-ce qu'on a défini les animaux? Ben, j'en sais rien. Alors, une dernière définition de l'éthologie, moi qui me plaît beaucoup, c'est la définition du philosophe Gilles Deleuze qui à un moment donné va proposer que les animaux, d'une certaine manière, l'éthologie, c'est la science, alors il va dire la science pratique des puissances ou la science pratique de ce dont les animaux sont capables, c'est-à-dire la science pratique de leur manière d'être. Et ça, c'est très joli parce que ça décrit finalement très bien la science des éthologistes qui, parce que même s'ils revendiquent tous être dans la lignée darwinienne et de chercher chaque fois comment un comportement est bien adapté et donc chaque fois aussi comment un comportement peut d'une certaine manière être enraciné dans l'instinct, je trouve que la définition de Gilles Deleuze est assez intéressante parce qu'elle élargit le champ et elle n'oblige pas seulement à s'intéresser à des comportements qui seraient des comportements instinctifs, mais finalement à tous les comportements, en ce compris les comportements alimentaires. Il y a à un moment donné le fait, par exemple, pour un chameau d'être capable de ne pas boire pendant des jours et des jours, c'est une puissance et c'est une habitude de chameau et c'est une manière d'être de chameau. Et donc l'éthologie, c'est l'étude des manières d'être. Alors, l'histoire de la communication avec les animaux, c'est une très, très, très vieille histoire. D'abord, c'est une très vieille histoire parce que c'est une histoire d'abord probablement de chasseurs. Je veux dire, s'il y a bien quelque chose que le chasseur va devoir envisager, c'est à la fois de comprendre comment l'animal auquel il s'intéresse communique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il laisse par exemple comme trace, comment est-ce qu'on peut reconnaître son cri, comment est-ce que ce cri permet de situer, permet éventuellement de dire de qui il s'agit et de comment il est, si c'est un adulte, si c'est un animal en pleine forme, etc. Donc, je pense qu'il y a tout un savoir sur la communication des animaux qui a commencé avec les chasseurs et avec les pêcheurs. Vous savez, par exemple, en Grèce antique, il y avait un terme qu'on ne connaît plus aujourd'hui et qui a d'ailleurs disparu au moment de la Grèce classique, qui est le terme de métis. Et qu'est-ce que c'est que la métis? Eh bien, c'est la sagesse pratique que les anciens Grecs, qui étaient quand même un peuple, n'oublions pas, de pêcheurs, reconnaissaient aux animaux. Et c'est une sagesse qui est faite de ruse. C'est une sagesse, une forme d'intelligence faite de ruse qui permet, par exemple, à certains animaux de leurrer d'autres, d'échapper à leurs prédateurs, d'attraper leurs proies. Et les Grecs cultivaient eux-mêmes une très grande admiration pour cette métisse parce qu'il leur arrivait de copier certaines stratégies des poissons, par exemple, qu'ils observaient pour pouvoir eux-mêmes pêcher. Et donc il y avait déjà quantité de communication entre les humains et les animaux. Avec la domestication, la communication, évidemment, a dû se renforcer dans un autre domaine et sur un autre plan. C'est très intéressant, la domestication, puisqu'il a fallu d'une certaine manière, appâter, par moments séduire, hein, par exemple la communication avec les chiens, qui est un exemple extraordinaire de communication réussie, quand ça marche bien évidemment, hein, entre les humains et les chiens, mais ça remonte quand même dans le fait que certains, à un moment donné, au début de la domestication, certains ont réussi à adopter des loups, à se faire comprendre d'eux et d'une certaine manière à les comprendre aussi, à lire les bons signaux, à savoir ce qu'il fallait faire avec eux. Donc ça, c'est pour l'ensemble global des communications. Regardez un peu, par exemple, vous savez, les appos que les chasseurs utilisent. Donc les appos, ces petits sifflets, par exemple, par lesquels on va imiter, même parfois grossièrement, le chant d'un oiseau, par exemple le chant d'une femelle ou le chant d'un oiseau, pour attirer d'autres oiseaux. C'est une manière de communiquer, même si elle est fondée sur une stratégie de véritable leurre, hein, vraiment on essaye de duper l'oiseau, mais d'une certaine manière, ça reste de la communication. Alors, une deuxième remarque doit être faite, c'est que moi qui travaille quand même dans le domaine de l'éthologie, en tout cas comme philosophe, j'observe ce qui se passe dans le domaine de l'éthologie depuis quand même pas mal d'années, eh bien je constate qu'il y a eu un changement extraordinaire qui s'est déroulé depuis les années 80. Moi, j'ai commencé à travailler depuis la fin des années 80, début des années 90, et je remarque qu'à cette époque, on était encore avec l'idée que les communications des animaux étaient des communications extrêmement primitives, grossières. C'était bon des cris d'alarme éventuellement. C'était aussi que quand l'animal, par exemple, s'exprimait, c'était surtout des expressions, disait-on, émotionnelles, de la peur, du désir, volonté d'appâter les femelles pour les mâles. Bref, ça restait très utilitaire.
Et je remarque sur la période qui vient depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, en 40 ans, les chercheurs ont vraiment modifié complètement les théories qu'ils avaient à propos de la communication animale. D'abord, on pensait qu'il n'y avait pas de syntaxe, on disait qu'il n'y avait pas vraiment de langage chez les animaux. Et de plus en plus, maintenant, les chercheurs reconnaissent qu'il y a des formes de syntaxe. Alors, je prends, qu'est-ce que c'est qu'une forme de syntaxe, par exemple? Eh bien, il y a certains cris d'alarme qui sont proférés, ça peut être par des singes hurleurs, ça peut être par d'autres singes, ça peut être par des oiseaux. Eh bien, en fait, ce n'est pas le même cri que de dire, alors je vais un peu anthropomorphiser pour faire plus simple, ce n'est pas le même cri d'alarme si vous dites, j'ai vu un prédateur, et il y a un autre cri d'alarme qui dit, Bernard a vu un prédateur et vient de me le signaler. Donc, ça veut dire, ça, on entre déjà dans la syntaxe, hein, on est en train de conjuguer des verbes, première personne du singulier, troisième personne du singulier, voire troisième personne du pluriel. Alors, ça, c'est le premier point. Et puis, on disait, mais il n'y a pas vraiment de sémantique. Et qu'est-ce qu'on découvre? Plus on observe, plus on écoute les oiseaux, plus on découvre en fait qu'il y a véritablement une sémantique chez eux, comme chez d'ailleurs certains singes qui communiquent par la voix. C'est-à-dire qu'on constate que, par exemple, eh bien, un prédateur au sol, ce n'est pas le même cri qu'un prédateur qui est dans l'air. Et puis, il y a une autre sémantique que j'ai découverte dernièrement en lisant des articles scientifiques, c'est que certains oiseaux, et ça c'est absolument passionnant, réussissent quand ils avertissent leurs congénères de la présence d'un prédateur, ils vont imiter le cri de ce prédateur pour que les congénères sachent exactement à qui on a affaire, parce que ça veut dire à ce moment-là, plus vite on repère ce qu'on doit anticiper, plus vite mieux on l'anticipe, évidemment mieux on pourra s'en protéger. Et donc, on a découvert qu'il y a des choses absolument extraordinaires. Et puis, des recherches notamment d'un ornithologue et musicien et compositeur français, Bernard Faure, dont vous pouvez d'ailleurs trouver quantité de références sur Internet. Il a un site et il explique un peu tous ses travaux de recherche, il enregistre des oiseaux. Eh bien, il a appris que nombre d'oiseaux, ben, on les entend, hein, par exemple une maison charbonnière ou une grive ou un merle, on les entend et puis ils chantent et puis il y a un moment de silence et puis ça reprend. Et bien en fait, un beau jour, alors qu'il avait mis son appareil, ses appareils d'enregistrement à puissance maximale, il a appris, il a découvert que ce que nous croyons être un moment de silence, en fait, ce n'était pas du tout un moment de silence. L'oiseau chantonnait, mais tellement doucement qu'on ne l'entendait pas, alors qu'en fait, il continue à chantonner. Et on ne sait pas pourquoi il le fait. Est-ce qu'il s'adresserait rien qu'à quelques congénères proches? Ou bien est-ce que, comme certains l'ont envisagé, je trouve que c'est très joli et très poétique, peut-être qu'il est en train de se chantonner quelque chose à lui-même, comme les enfants chantonnent quand ils ont peur du noir, ou comme on peut parfois se raconter des histoires et de se décrire à soi-même une situation. Tiens, maintenant je vais faire ça, et tiens, maintenant je vais en profiter pour déposer cette casserole à cet endroit. Je parle ici d'un chantonnement ménager, vous vous en rendez compte. Voilà, donc toutes ces choses, on les découvre. Et donc la communication, visiblement, dont on pensait qu'elle était extrêmement primitive chez les animaux, on se rend compte qu'elle est de plus en plus, on se rend compte de plus en plus qu'elle est sophistiquée en diable. Alors, par exemple, des modes de communication aussi. Si vous avez un chien ou un chat, et avec les chiens, c'est très perceptible. Ben, en fait, ils ne cessent de communiquer. Promenez-vous avec un chien ou une chienne, ben, il ne cessera de s'arrêter à tous les réverbères possibles, à tous les arbres possibles si vous êtes dans un endroit boisé, pour aller sentir mais qui est passé par là et qu'est-ce qu'il raconte. Et puis laisser éventuellement, moi j'appelle ça un relevé de mail quand je fais une promenade avec ma chienne en ville, ben, elle s'arrête tous les 3 mètres, elle sent, tiens, visiblement, il y a un mâle, il dit ceci, il raconte cela, et puis elle va répondre elle-même en laissant 2-3 petites gouttes d'urine, qui est une réponse à ce mail en disant, mais moi je suis une femelle et je viens de passer, et voilà dans quel état et dans quelle disposition je suis. Et puis je me suis bien sûr intéressée, moi, à l'écriture des animaux, et ça reprend une idée, enfin ça reprend notamment l'idée du philosophe Michel Serres, qui finalement disait que d'une certaine manière, on sait lire avant de savoir écrire. Il dit par exemple, quand un chasseur suit les traces du sanglier, ben, si c'est un bon chasseur qui a bien appris à lire, il pourra dire plus ou moins son âge, sa taille, son poids, son état de santé, etc. Parce qu'il y a quantité d'indices qui permettent de le savoir et que d'autres sangliers pourraient bien sûr lire. Ce qui veut dire que d'une certaine manière, ben, la communication, l'écriture serait non pas d'après Serres, toujours d'après Michel Serres, l'écriture serait non pas l'apanage seul des humains, mais les animaux écriraient chacun à leur manière et donc communiqueraient aussi non seulement par des sons, par des infrasons, par des ultrasons,
par des mouvements, par des couleurs, en laissant des traces, en déplaçant les objets, parce que les animaux sont aussi capables parfois de déplacer, casser des branchages et des choses comme ça. C'est typique, par exemple, des chimpanzés qui indiquent qu'on est passé par là, par de l'urine, par des fesses, par des marques et des laissés, mais également par des techniques qui relèveraient, d'après Michel Serres, des techniques de l'écriture, qui sont quand même des techniques extraordinairement sophistiquées de communication. L'éducation à la biodiversité, je pense que c'est la première chose qui est, je pense, cruciale dans cette histoire et dans cette expérience de transmission. Mais c'est un éveil à la curiosité. Je veux dire par là que il n'y a pas de possibilité d'éduquer aux soucis et à l'attention pour d'autres vivants que nous, si ce n'est en éveillant la curiosité à leur égard. Alors, comment est-ce qu'on éveille la curiosité? Ça, c'est évidemment tout le problème. Je peux donner des exemples éventuellement. Je viens de lire, par exemple, un bouquin absolument merveilleux, qui est un bouquin d'une historienne de l'art qui s'appelle Estelle Zhang Mengal, et qui s'appelle Apprendre à voir, et qui vient d'être publié chez Actes Sud. Bien, elle, par exemple, elle va se demander, tiens, mais qu'est-ce qui fait qu'on peut devenir attentif? Qu'est-ce qui favorise l'attention? Et elle va énumérer dans son livre quantité de personnes dont elle repère qu'elles ont appris à faire attention, notamment des peintres, puisque c'est une spécialiste de l'histoire de l'art. Elle dit, tiens, mais tiens, il y a des peintres pour qui, par exemple, quand ils dessinent un paysage, ben, ça ne les intéresse pas du tout, c'est une toile de fond. Et ce qui intéresse, c'est les humains qui sont au centre, même s'il y a deux, trois animaux avec eux. Et puis, il y a d'autres peintres, dit-elle, où on se rend compte qu'il y a un souci du détail qui indique qu'ils se sont vraiment intéressés et que la nature n'est pas seulement un paysage. Et je crois que ça, c'est vraiment un point tout à fait crucial. C'est que notre tradition occidentale moderne ou contemporaine est une tradition dans laquelle on continue à penser qu'il y a un environnement et que nous serions en quelque sorte un peu au milieu et un peu en dehors de cet environnement. C'est-à-dire que les choses sont là à notre disposition pour faire paysage. Et c'est là peut-être que rompre déjà avec cette idée qu'il y a un environnement pour plutôt penser l'idée d'habiter avec d'autres vivants un milieu. Et comment est-ce qu'on habite un milieu avec d'autres vivants? Ben, en s'intéressant à savoir, ben, et eux-mêmes, comment est-ce qu'ils l'habitent? Comment est-ce qu'ils habitent ce milieu-là? Nous savons comment nous habitons. Nous allons en forêt. Mais qui habite en forêt? Qui est là? Alors, c'est très intéressant. Par exemple, aller écouter le chant des oiseaux. Alors, évidemment, apprendre à les reconnaître, c'est encore mieux, mais ça demande évidemment tout un apprentissage et ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. On doit commencer souvent au début du printemps quand il n'y a pas trop d'oiseaux, autrement on ne reconnaît rien du tout. Mais quand bien même on déciderait de ne pas en passer par le fait de reconnaître chaque oiseau, etc., mais simplement d'apprendre à écouter et d'apprendre, mais qu'est-ce qu'il nous dit, celui-là? Et de repérer, par exemple, dans le chant d'un oiseau, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Tiens, on est à quelle période? Ah, on est le 15 février. Tiens, il chante. Donc, un oiseau chanteur, on est à coup sûr, on a affaire à un animal territorial. Tiens, on ne sait probablement pas le voir parce qu'il chante en général dans les arbres et assez haut, mais tiens, c'est quoi son territoire? Est-ce qu'il y a un autre qui lui répond? Ah, tiens, il y a deux territoires qui sont en train de se faire en même temps. Et pourquoi est-ce que le territoire se fait maintenant? Oh, ben parce que les jours rallongent et que pour les oiseaux, c'est important quand les jours rallongent. En général, c'est le printemps qui commence à venir, même si pour nous, ce n'est pas encore du tout le printemps. Et donc de s'intéresser comme ça de proche en proche, à aller découvrir pourquoi est-ce que les premières fleurs sortent à ce moment-là. Ah bon, mais parce que si elles sortaient un peu plus tard, elles n'auraient pas assez de lumière parce que les arbres auraient déjà leurs feuilles. Et donc aller voir, tiens, mais il y en a qui ont quand même, hein, des fleurs ont un sens de l'anticipation absolument extraordinaire, puisqu'elles décident d'émerger au moment où c'est encore possible pour elles de prendre le maximum de lumière avant que les arbres ne se mettent eux-mêmes à capter toute la lumière du soleil. De proche en proche, et puis les fourmis, et puis le passage de tel animal, et puis etc. Et puis lire Baptiste Morisot pour éventuellement, même en ne demandant pas aux élèves de lire, mais simplement en lisant des extraits, qu'est-ce que c'est pister un loup? Pourquoi est-ce que les loups chantent? Et je pense comme ça d'être attentif à quantité de choses assez intéressantes et même, je dirais, extraordinaires que font les animaux, serait probablement une bien meilleure façon de s'intéresser à la biodiversité que de faire ce qui est souvent le cas, de se lamenter sur les extinctions. Parce que je remarque quand on dit 80% des albatros auront disparu d'ici 10 ans, etc. En fait, vous ne touchez personne avec ça parce que vous ne parlez finalement que de phénomènes mortifères. Alors que ce qui est intéressant, c'est de continuer à chercher qu'est-ce qui est vivant et comment les autres vivants sont vivants différemment de nous et ont inventé des solutions extrêmement différentes à des problèmes qui sont finalement très, très similaires aux nôtres. Trouver un endroit pour habiter, trouver un compagnon,
transmettre la vie. Bref, c'est des problèmes qu'on connaît tous. Faire sa place dans le monde, montrer aux autres qu'on ne va pas se laisser faire, entrer en conflit, et toutes ces choses-là qui sont quand même des problèmes qu'on rencontre tous, parce que les vivants rencontrent ce même genre de problèmes, parce que la plupart des vivants sont sociaux, mais voir quelle est l'inventivité des solutions.